rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Ouais. On est avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, qui va venir nous parler de ce romancier, Yvan Godbout. On se rappelle de lui, il avait écrit un livre, s'était fait emmener jusqu'en cours parce qu'il avait abordé la question de la pédophilie, histoire un peu absurde. Et là, on apprend aujourd'hui, finalement, même s'il a gagné son procès, qu'il quitte le monde de l'écriture. Oui, Yvan Godbout quitte l'écriture, pourtant après avoir écrit quand même plusieurs livres. C'est un romancier québécois. Et puis, il a participé à une grande série aux éditions ADA, qui s'appelle Les Contes interdits. Et donc, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit plusieurs livres de cette série-là, et lui-même en a écrit plusieurs. Et celui qui a fait réagir, qui l'a publié en 2017, mais qui a commencé à faire un petit scandale en 2019, c'est celui qui s'appelle Hansel et Gretel et qui n'a pas grand-chose à voir avec le conte du même nom au départ. Mais donc, ce qui a fait réagir à l'époque, c'est que, il y a une scène d'agression sexuelle, de pédophilie carrément. Et donc, là, il y a des personnes qui l'avaient accusé de pornographie juvénile et que son livre était carrément de la pornographie juvénile. Donc, évidemment, la réaction populaire avait été plutôt de son côté pour dire que ce n'est pas de la pornographie juvénile. C'est de la littérature. C'est de la littérature. La littérature, dans la littérature, tout est possible. C'est pas parce qu'un auteur écrit quelque chose qu'il cautionne les actions quand même, parce que sinon, il faudrait dire à tous les écrivains où est-ce qu'il y a un meurtre que tous leurs livres sont des appels au meurtre, alors que ce n'est pas ça. Oui, d'ailleurs, Patrick Sénécal aurait une couple de procès actifs. Vu comme ça, en effet. Mais donc là, Yvan Godbout a fini par gagner son procès pour dire que non, ce n'est pas de la pornographie juvénile, franchement. Donc en 2020. Mais à chaque fois que son nom ressort dans les médias, l'étiquette qui ressort toujours, c'est Yvan Godbout qui a été accusé de pornographie juvénile. Donc les deux mots reviennent toujours à côté de son nom à chaque fois qu'il est évoqué dans les médias. Et lui, il dit c'est trop lourd à porter. À un moment donné, lui, c'est juste un romancier qui veut écrire des histoires. Puis il n'y a rien à voir avec la pornographie juvénile. Là. Il n'y a jamais eu de contribution à ça d'une seule façon. Donc, voir son nom toujours être accolé à cette étiquette infamante, il finit par trouver ça trop lourd, pardon. Et donc là, il quitte le monde de l'écriture parce qu'il dit, regardez, ça n'a plus de sens. Là, aussitôt qu'on parle de moi, c'est toujours pour la même affaire, c'est toujours pour la même histoire, même si j'ai gagné en cours, même si la plupart des gens savent très bien que j'ai aucun rapport là-dedans. Donc, on voit à quel point ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'on voit à quel point il y a des étiquettes qui peuvent être lourdes à porter, même si on gagne un procès. Donc, moi, je trouve ça quand même inquiétant parce que même si on gagne un procès et tout, il y a quand même le procès populaire qui demeure. Il y a toujours, une fois qu'on a quand même accusé quelqu'un, même s'il y a tort, les conséquences de la diffamation se font porter pour très longtemps quand même. Là, chaque fois qu'on voit son nom, ça va toujours être celui qui a été accusé pour tel livre. Donc, il est toujours connu pour ça. Alors, malheureusement, on ne parle pas de ses autres livres, on ne parle pas de ses autres réalisations. Donc, puis même, c'est ça qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Donc, et on n'est pas mal intentionné pourtant, mais les paroles s'envolent et les écrits restent, hein? Absolument. Donc là, c'est ça qui est malheureux quand même, mais moi, je trouve ça inquiétant quand même parce que il me semble que ça devrait être quand même évident qu'une histoire comme ça, c'est vraiment de l'imagination, c'est de la littérature. Donc, je vois pas pourquoi, quand même, on s'est rendu jusque-là, puis ça s'est même rendu en cours. Au départ, c'est complètement fou d'accuser quelqu'un de cette nature-là. Je veux dire, il y a tellement de livres qui sont écrits sur n'importe quoi, puis ça l'a complètement passé comme si de rien n'était. Alors, comment ça se fait que cet homme-là, qui écrit simplement un roman, qui fait partie quand même d'une série qui s'appelle Les Contes interdits, je veux dire, quand même, on serait censé comme avoir un petit raisonnement derrière ça. Là. Puis il y a plein de films aussi, d'ailleurs, où il y a plein de violence et tout ça. Puis là, tout à coup, ça s'abat sur cette personne-là. C'est difficile de comprendre pourquoi ça s'est abattu sur lui, puis pourquoi l'étiquette demeure encore aujourd'hui. Moi, je trouve ça pas rassurant pour le monde des écrivains. Déjà qu'ils en arrachent, ces gens-là. Ils font pas forcément d'argent avec ça, tellement. Non, tu confirmes? Je confirme. Et puis, moi, j'ai une question à te poser parce que tu es quelqu'un qui lit énormément, tu es quelqu'un qui a toujours un regard posé vers la France. Qu'est-ce que, même si, faut pas généraliser, c'est une personne qui a poursuivi cet homme-là, ça s'est rendu jusqu'en cours, mais est-ce que ça dit quelque chose sur notre rapport à la littérature au Québec?
Peut-être pas juste au Québec, justement, peut-être un peu partout dans le monde, parce que certains disent qu'on est passé du littéraire au littéral. Donc, oui, bien c'est ça, le littéraire. Donc, autrement dit, on est capable de faire des nuances, on est capable de connaître les différents degrés, second degré, bon, et tout ça. Et donc, dans le littéraire, on comprend qu'il y a des nuances en fonction des contextes, des situations, des personnes impliquées, puis aussi, on comprend l'ironie, tout simplement, le sarcasme, alors que le littéral ne fait que lire au premier degré. Donc, on voit une scène, on lit une scène de pornographie, puis on se dit, bon, ben, c'est de la pornographie juvénile, puis l'homme est un pervers. Alors, c'est la même chose dans toutes sortes de choses. Là. Si quelqu'un commence à faire une blague ironique, ben là, on l'accuse de tous les noms. Alors que pour moi, l'ironie, c'est justement le fait d'être un peu décalé par rapport à la réalité première. C'est-à-dire, on est capable de sortir un peu du sérieux, de l'esprit sérieux, puis essayer de comprendre un peu mieux, d'avoir une distance par rapport aux situations. Donc, si on n'a plus cette nuance, ce sens de la complexité, de la compréhension, qui passe nécessairement par la littérature, mais là, on est juste dans le littéral, puis tout est noir ou blanc. Alors que dans le littéraire, ben, tout est clair-obscur, si on veut. Même les bons ont quand même quelque chose de méchant en eux, et les méchants ont quelque chose de bon en eux. C'est ça que nous montre la littérature, puis les vrais grands écrivains, les grands classiques. Alors que si on est dans un monde littéral, ben là, il y a juste blanc ou noir, il y a les bons et les méchants, il y a les pervers et les justiciers. Donc, je pense qu'on entre de plus en plus dans ce monde-là, malheureusement. Là. Allez, on va lire, on va arrêter de se casser la tête, puis on va lire la valeur nutritive en arrière des cannes de thon, puis on va se contenter de ça. Absolument. Plus de littérature. Non, mais je te posais la question sur le Québec versus la France, parce que en France, on n'hésite pas à rééditer les 120 journées de Sodome du marquis de Sade. Je pense qu'on a même réédité les pamphlets antisémites de Céline. On a une vraie compréhension de ce que c'est que la littérature, du rôle qu'elle joue. Mais tu as sans doute raison. Il ne faut pas accabler le Québec, peut-être l'Amérique, parce que ce mouvement-là vient aussi des États-Unis, n'est-ce pas? Absolument. C'est certain que le protestantisme et toute son éthique qui fait en sorte que certaines œuvres doivent être censurées parce qu'elles sont dangereuses pour les enfants, pour l'opinion populaire. Puis je l'ai vu dans les derniers jours, par exemple. Moi, je ne suis pas encore allé voir, je sais pas si je vais aller le voir d'ailleurs, le film Barbie. Mais, on va le voir ensemble. Oui, ça sera le fun. Mais donc, le mouvement conservateur aux États-Unis, avec lequel je suis d'accord souvent la moitié du temps, mais là, ils disent là, c'est un film misandre, immoral, bon, et toutes les étiquettes qui en finissent plus. Après, moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, mais là, c'est parce que là, on est quasiment dans l'appel au boycott du film. Alors que moi, je prône quand même la liberté d'expression, puis le fait il faut quand même aller voir un film où il faut lire une œuvre pour savoir de quoi on parle quand même, et non toujours appeler au boycott à pu finir. Ouais, puis là, le vrai défi, c'est-à-dire que quand on dénonce ce genre de pratique-là, il faut pas non plus laisser les gens qui sont plus sensibles à nos idées exécuter les mêmes pratiques. C'est-à-dire qu'il faut être aussi présent quand on est pour la liberté d'expression lorsque des conservateurs décident de condamner et de censurer des œuvres. Tu veux nous parler aussi de cette triste histoire? Directeur d'école à Toronto qui a été victime de diffamation et qui a mis fin à ses jours, tout simplement. Oui, bien justement, je t'écoutais en parler hier, mais là, c'est parce que, pour revenir un peu sur l'événement, donc dans le National Post du 21 juillet dernier, on apprenait justement qu'un directeur d'école en Ontario, à Toronto plus précisément, donc lors d'une séance EDI, donc qu'est-ce que c'est? Équité, diversité, inclusion, donc autrement dit, c'est un peu la propagande pour ultra-progressistes woke, pour dire, vous avez des billets, vous avez des privilèges blancs et tout ça. Donc on enseigne ça de plus en plus dans toutes les entreprises, les grandes entreprises, les banques, puis les universités, différentes écoles. Donc là, on enseigne aux gens qu'ils sont des privilégiés blancs, qu'ils sont des suprémacistes blancs et tout ça. Et là, lors d'une séance comme celle-là, eh bien, lui, l'homme en question, lui-même est déjà un homme progressiste, anti-discrimination, anti-raciste. Et là, lors de la séance, on dit, là, vous savez, le Canada, c'est vraiment très raciste et esclavagiste et tout ça. Puis là, il répond, en anglais, il dit que le Canada, c'était pas parfait, mais il y a quand même des choses bonnes. Je veux dire, puis on n'est pas pire que les États-Unis. Donc, en gros, c'est ça qu'il dit. Il dit, oui, il y a du racisme au Canada, mais on n'est pas aussi pire que les États-Unis, puis quand même, on fait des bonnes choses. Puis là, tout le long du reste de la séance, on offre ce qu'il vient de dire comme un exemple de suprématie blanche. Donc, devant lui, on dit à tous les autres participants, vous voyez, en fait, ce qu'il vient de dire, cet homme-là, c'est une preuve de suprématie blanche. Donc, c'est à ne pas imiter et tout ça. Et donc là, l'étiquette reste collée sur l'homme qui a quand même passé sa vie à lutter contre les discriminations, les inéquités, le racisme. Puis là, pour lui, c'est extrêmement lourd. Donc, dès le lendemain, il a lancé une poursuite en justice contre les responsables, ce qu'on appelle le Toronto District School Board, qui était à l'origine de la séance d'entraînement EDI.
Entraînement. Entraînement EDI. J'ai traduit de l'anglais. Peut-être que c'est pas de la même façon. Je suis sûr que c'est ça, inquiète-toi pas. C'est pas de ta faute. Mais donc, finalement, avant même que la poursuite se termine, ben, il a mis fin à ses jours. Donc, parce que l'étiquette est vraiment infamante. Là. T'es suprématie blanche, ça peut être très lourd, dépendamment du milieu dans lequel on est, dans lequel on travaille. Par exemple, moi, si je me fais accoler cette étiquette-là, je m'en fous un peu. Mais si on est directeur d'école, puis tous les collègues sont antiracistes, ou du moins montrent des signes d'appartenance à l'idéologie dominante, ben votre vie est finie carrément. Donc, malheureusement, ça nous pousse à ça, puis ça montre à quel point EDI peut aller vraiment loin. Là. C'est-à-dire que là, on est dans l'intimidation, puis il y avait déjà eu un appel justement au Toronto District School Board pour faire une enquête sur cet incident d'intimidation, et le School Board a refusé de faire une enquête sur le sujet. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on légitime des actes d'intimidation. Puis on le voit ici même au Québec. On le voit dans d'autres universités. On se rappelle évidemment du cas de Veroushka Lieutenant-Duval. Je pense que toi-même, moi-même, on a déjà vécu des situations similaires. Mais non. Moi, je te dis, tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, ça se passe un peu partout, pas juste à Toronto. Ça se passe aussi à Montréal, dans les universités, même dans les grandes entreprises. J'ai déjà entendu des histoires. Comme quoi, par exemple, si vous n'utilisez pas l'écriture inclusive comme il est recommandé, ben, vous pouvez être renvoyé carrément. Quand même. Donc, c'est des choses qui existent. Puis là, on voit que EDI, Équité, Diversité, Inclusion, c'est une idéologie qui est carrément totalitaire. Parce que si on n'adhère pas à son idée, ben là, on est exclu, on est excommunié. Donc, ça va vraiment loin. On va dans l'intimidation jusqu'au point de pousser quelqu'un au suicide. Puis, c'est intéressant ce que tu dis parce que, on connaît tous la phrase « La révolution dévore ses enfants ». Samuel Paty, c'était un professeur de gauche qui était progressiste, qui a juste voulu défendre la liberté d'expression, s'est fait trancher la tête. Veroushka Lieutenant-Duval, professeur, je pense même qu'elle était woke. C'est progressiste, woke. Elle arrive en classe, elle dit « nègre blanc d'Amérique », et là, on connaît l'histoire. Ce professeur-là, ce directeur plutôt, c'est un peu le même profil, là. C'est quelqu'un, c'est pas un conservateur, c'est pas un réactionnaire, c'est un progressiste, peut-être woke, on sait pas, progressiste, et malheureusement, il est la cible d'une campagne d'intimidation. Donc, c'est même pas comme si le progressisme s'en prenait à ses ennemis. Il est même prêt à dévorer ses enfants. Absolument. C'est toujours ça dans l'histoire, hein, quand même. Donc, ceux qui ne suivent pas la ligne, parce que la révolution va toujours plus loin, va toujours se radicaliser et va vouloir aller plus loin dans sa logique. Donc, ceux qui ne suivent pas le pas aussi rapidement que les avant-gardistes, ben, ils finissent par être éliminés tout simplement parce qu'ils retardent la révolution tout simplement. Puis on l'a vu, un autre cas qu'on peut citer, c'est Brett Weinstein, le biologiste dans l'État de Washington, qui lui au départ est un progressiste antiraciste. Puis là, ben, à un moment donné, à force de se faire tout le temps insulter, puis de se faire larguer ses cours, de subir des gestes complètement déplacés à son université, ben là, à un moment donné, lui, cet homme-là, il a fini par s'opposer à tout ça. Puis on le voit aussi par d'autres, je pense que tu connais peut-être Jonathan Haidt, Greg Louganeff, qui ont écrit sur notamment la nouvelle génération, notre génération en fait, qui a tendance à subir des dépressions, anxiété, puis ça mène au wokisme. Donc ces gens-là, au départ, la plupart La dépression mène au wokisme. Ben écoutez, il parle toujours de santé mentale, donc à un moment donné, il faut faire des liens hein, quand même. Okay. Mais tu sais, on l'a vu aussi, J.K. Rowling, au départ, c'est une progressiste Absolument. Qui dit « je suis féministe », etc. Et le jour où elle dit ben, « regardez, une femme, c'est une personne qui a un utérus hein, quand même ». Puis pour juste rappeler cette évidence-là, ben, depuis ce temps-là, il y a tout un mouvement de boycott contre ses livres. Donc ça va vraiment loin quand même, le wokisme. Puis là, tu sais, une femme comme J.K. Rowling, si elle n'avait pas la réputation qu'elle a aujourd'hui, puis tout l'argent qu'elle a, est-ce qu'elle aurait la même force morale pour s'opposer à ces gens-là? T'sais, c'est ça qu'on a vu avec, malheureusement, le directeur d'école. Là. On n'a pas une personne qui a déjà une immense réputation puis qui a un immense fan club. Donc, si on n'a pas ce bénéfice-là, ben, c'est très difficile de s'opposer quand même. Là. Philippe Lorange, exclusion, débilité, ignorance, EDI. Merci beaucoup. Merci.